Bonjour à tous, bonjour Aurélie, Bonjour Hervé. bienvenue à ce second webinaire condensation organisé par Atlantic Solutions Chaufferie, qui va traiter aujourd'hui de l'essentiel sur les chaudières à condensation. Donc je me présente, je suis Hervé Sébastia, je suis expert en solutions thermiques collectives et je travaille au sein du groupe Atlantic au service marketing. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec la R&D pour tout ce qui concerne le développement de produits. Et nous sommes attentifs à vos remontées terrain dans le but d'améliorer nos produits et de vous proposer des solutions techniques qui répondent au mieux à vos attentes. Maintenant, je te laisse te présenter, Aurélie. Bonjour à tous, bonjour Hervé. Je suis Aurélie Bernard, je suis en charge de la communication pour Atlantic Solutions Chaufferie et je suis ravie de vous retrouver ce matin, ainsi que toi Hervé, pour apprendre encore plein de choses avec toi. Je Euh, l'espère. Vous êtes encore très nombreux à vous être inscrits aujourd'hui et nous vous remercions chaleureusement pour votre fidélité et pour l'intérêt que vous portez à ces webinaires techniques, que ce soit en live ou en replay. Donc, comme d'habitude, les micros et les caméras sont coupés. Vous pouvez poser vos questions dans le chat de la réunion. Et ce matin, c'est Martial Catrom du service avant-vente, que vous connaissez sûrement pour ses conseils et ses compétences techniques, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. Rentrons dans le vif du sujet. Hervé, de Oui. quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va voir toutes les différentes familles et les catégories de chaudières à condensation du marché, qui font d'ailleurs partie de notre offre produit. Nous allons tâcher d'être le plus objectif possible ce matin, afin de vous apporter les éléments nécessaires pour sélectionner la chaudière à condensation la plus appropriée à votre projet, et ainsi vous permettre d'optimiser la performance de vos installations. Donc on va commencer par aborder les sujets sur les généralités des chaudières à condensation. Ensuite, on va voir un deuxième sujet assez nouveau, l'impact du volume d'eau d'une chaudière, puisqu'il y a différentes catégories. On verra qu'il y a des chaudières à volume d'eau faible, d'autres à volume d'eau fort, et d'autres, peut-être un bon compromis à volume d'eau optimisé. On enchaînera ensuite sur des concepts qui ont été brevetés pour les chaudières à volume d'eau fort et optimisé. Et on finira par une synthèse et une conclusion. Et on parlera, on annoncera un petit peu le thème de nos prochains webinaires condensation. Ok, donc Hervé, tu commences sur les généralités sur la condensation. Donc, un rappel du précédent webinaire au niveau réglementation, tout simplement pour vous rappeler que les chaudières de 70 à 400 kW, depuis 2015, eh bien, on nous impose en tant que constructeur des performances minimales. En l'occurrence, avec un brûleur à 100% de charge, il faut pouvoir atteindre au minimum 95,5% de rendement PCI, et à 30% de charge, plus de 100%. Ce qui veut dire que la chaudière à condensation s'impose sur le marché, obligatoirement. Est-ce que tu peux nous rappeler le principe de la condensation? Oui, alors le principe de la condensation. On va prendre une combustion idéale, une combustion stoichiométrique. C'est là où on associe à peu près à 1 mètre cube de gaz, 10 mètres cubes d'air. C'est là où on a un mélange optimal. Le gaz naturel, c'est du CH4, du carbone et de l'hydrogène. Quand il vient se mélanger à l'air, on va obtenir derrière, au niveau des fumées, du CO2 et de l'eau sous forme de vapeur. L'azote qu'on avait dans l'air, on va le retrouver en fin de combustion. Lui, il ne s'est pas transformé. Et à ce niveau-là, on va travailler sur la chaleur sensible, l'élévation de température. Et on pourra récupérer jusqu'à 100% PCI, pouvoir calorifique inférieur, au niveau du rendement. Si la chaudière est idéale, évidemment, une surface d'échange optimale, infinie. Ensuite, on va aller travailler sur cette vapeur d'eau et on va tâcher de la liquéfier. C'est ça le phénomène de condensation.
Et en liquéfiant cette vapeur d'eau, on va récupérer toute la chaleur latente de combustion. Pour liquéfier cette vapeur d'eau, il faut que ces fumées passent sur une température qui est inférieure à la température du point de rosée du combustible. Au gaz, en l'occurrence, c'est 59 degrés à peu près. Donc, si l'eau passe dans ce condenseur à des températures inférieures, eh bien, on va commencer à condenser. Et plus l'eau aura une température inférieure à 59, plus on condensera. Jusqu'à obtenir, finalement, eh bien, jusqu'à 111% de rendement PCI. C'est-à-dire que la chaleur latente va nous apporter au minimum 11 points de rendement supplémentaire. Puisque généralement, ça a aussi l'avantage de récupérer une part du sensible que le premier étage de condensation n'a pas pu récupérer. Alors, au niveau d'un condenseur, son pouvoir de récupération, ça va dépendre surtout de la température d'entrée des produits de combustion sur le condenseur. Si l'échangeur primaire a énormément récupéré, eh bien on récupérera moins au niveau du condenseur. S'il a très peu récupéré, parce qu'il y avait de la haute température qui venait sur l'échangeur primaire, eh bien là, on va récupérer tout ce que n'a pas récupéré l'échangeur primaire. Voilà. Ça nous permet d'avoir une sécurité totale avec ce condenseur, et il récupère ce que n'a pas récupéré l'échangeur principal. D'autre part, ça va dépendre, comme on l'a dit, de la température d'eau qui circule dans ce condenseur. Plus elle sera faible, et plus on condensera, plus elle sera inférieure à la température du point de rosée du combustible. Et à moindre effet, on le verra d'ailleurs au prochain webinaire, dans la démonstration hydraulique qu'on fera, pour prouver et montrer et mettre en avant les performances d'une chaudière à condensation. Le débit d'irrigation a tout de même une importance au niveau du condenseur. Alors pour vous rappeler tout simplement la performance des combustibles, alors quand vous êtes au gaz naturel, effectivement c'est là où vous avez le point de rosée le plus élevé, 59 degrés, donc c'est là où on va condenser le plus tôt, hein, dès qu'on a des retours à 59, avec un rapport PCI sur PCS, pouvoir calorifique supérieur sur le inférieur de 1,11, on retrouve les 111% maximal en fait. Alors que si vous êtes face à une installation avec du propane, bah vous avez des rendements un tout petit peu plus faibles, hein, c'est du 108. Un niveau de température de point de rosée à peu près à 54, et au fuel encore un peu plus bas. Donc un effet de condensation un peu moindre, effectivement. C'est vraiment le gaz naturel qui nous donnera les meilleures performances à ce niveau-là. Ok, alors Hervé, est-ce que maintenant tu peux nous présenter les différentes familles de chaudières à condensation disponibles sur le marché, en commençant, j'imagine, par le 2-piquage? Voilà, le 2-piquage. Alors c'est quoi, dans notre jargon, le 2-piquage? C'est ce qu'on va retrouver sur le marché chez la plupart de nos confrères. C'est un départ et un seul retour. D'accord. Voilà. Donc le condenseur est lié en série à l'échangeur principal. Donc à ce niveau-là, quand on regarde le schéma qui suit, on a une chaudière de piquage qui est raccordée à un circuit radiateur et un circuit plancher chauffant. Sur le petit schéma en bas à droite, c'est un schéma de principe qui nous permet de voir la position hydraulique du condenseur par rapport à l'échangeur principal de la chaudière. Vous le verrez, il va bouger, évoluer, selon si on est en 2, 3 ou 4 piquages. Donc là, en 2 piquages, ce qu'il faut bien noter, c'est que les retours plancher chauffants les plus froids, ils vont revenir au condenseur, mais revenir aussi se mélanger avec les retours radiateurs. Donc on va rehausser finalement la température de retour à la chaudière et au condenseur. Donc ça, il faut éviter si on veut optimiser la performance d'une chaudière de piquage. Ce qui veut dire qu'une chaudière de piquage, c'est plus approprié si on veut optimiser sa performance à un seul circuit, voire plusieurs circuits, mais des lois d'eau identiques. Il faut éviter de faire chauffage ECS. Oui. Ou plancher chauffant radiateur, évidemment, parce qu'on va réchauffer les retours du plancher chauffant et avoir moins de performance. Dans ce cas de figure, il y a des chaudières bien plus appropriées pour cela. Donc j'imagine que c'est les 3 piquages. Exactement, les 3 piquages. Pourquoi? 3 piquages, puisque là, on va avoir un départ et 2 retours différenciés. Pour différencier les retours, comme on l'a vu précédemment, du retour radiateur sur le retour haute température et du retour plancher chauffant sur le retour basse température. Comme ça, les fumées de la chaudière, elles vont percevoir un premier étage assez chaud, avec le départ chaudière, le retour radiateur, mais au fil qu'elles se refroidissent,
ces fumées, elles vont être en contact avec des étages encore plus froids, puisque c'est les retours les plus froids de l'installation qui circuleront dans le condenseur, seuls les retours du plancher chauffant. Par contre, à ce sujet-là, ce qu'il faut préciser, c'est que les retours du plancher chauffant, le condenseur étant situé après le bypass de la 23 voies, il n'y a qu'une part des retours du plancher chauffant qui va revenir au condenseur. On n'aura pas le débit nominal du circuit plancher chauffant. Par contre, d'autre part, l'avantage d'une chaudière 3 piquages, c'est de pouvoir mettre plusieurs circuits et les raccorder au condenseur. On va voir que ce n'est pas le cas pour la chaudière 4 piquages. Il y a deux concepts qui sont efficaces et qui ont fait leurs preuves depuis des années, depuis des décennies même. En matière de chaudière 3 piquages, il y a le concept échangeur en série. Alors on retrouve ça par exemple sur nos Varino, nos Varmax, d'accord. Et vous avez le concept à volume d'eau unique. C'est-à-dire qu'échangeur en série, on peut guère se tromper. Pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait une surface d'échangeur à condensation suffisante pour que ce soit performant et que le condenseur amène de la performance. Mais attention, quand on est face à des chaudières à volume d'eau unique, il n'y a qu'un seul volume d'eau. Donc il ne faut surtout pas mélanger les retours. Où on a vu, c'était un peu comme du deux piquage ensuite. Donc là, particulièrement, il faut avoir un concept à thermosiphon, d'accord, un foyer vertical finalement. Ce qui veut dire, à thermosiphon, c'est des vitesses faibles et donc des volumes d'eau assez conséquents. Tu nous en parleras tout à l'heure. Exactement. En détail. Exactement. Donc ici, c'est plus dédié à la chaudière condense-inox. Et pour garantir le 3 piquage et la performance du condenseur, on est venu rajouter à l'intérieur en plus une certaine distance entre les deux retours pour pas qu'ils se mélangent justement, donc il faut des foyers assez importants, et d'autre part, un disque de stratification. Donc une astuce très simple pour vérifier l'efficacité du condenseur de vos chaudières, c'est que la température retour basse température, vous allez vérifier vis-à-vis des fumées. Si vous obtenez à peu près les mêmes températures, à 1 ou 2 degrés près, c'est que votre condenseur est très efficace. Si sur le concept condense inox, vous rapprochez les retours et vous avez peu de volume à l'intérieur, donc une vitesse, vous mélangez, vous allez voir que vos températures fumées vont être beaucoup plus élevées parce que ça va être une température moyenne entre le retour basse température et haute température. Ouais. Donc ce sera beaucoup moins efficace. C'est une façon de le vérifier. Alors, on a vu le 2 piquages, le 3 piquages. Rassure-moi, Hervé, le 4 piquages, c'est le dernier. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de 5, 6 piquages. Pas encore. Okay. Donc, le 4 piquages, c'est différent, puisque là, on sépare hydrauliquement les deux échangeurs. L'échangeur primaire, vous voyez, il est séparé hydrauliquement du condenseur. Il n'y a pas de liaison entre les deux, à ce niveau-là dans la chaudière. Et on a deux façons, soit des condenseurs intégrés qu'on retrouve pour avoir le plus de compacité possible sur les Varmax, par exemple, ou des condenseurs séparés. Ah oui, le pointeur, effectivement. Ou des condenseurs séparés. Donc ici, vous pouvez avoir des chaudières traditionnelles avec des Total Eco derrière, ce qui vous permet pour les grosses chaufferies, si elles sont peu profondes, de pouvoir disposer le condenseur à un autre endroit qu'en série derrière la chaudière. D'accord. Donc, au niveau 4 piquages, c'est la solution optimale pour des circuits différents, ça c'est clair. On va venir récupérer le retour du circuit le plus froid dans le condenseur. Mais attention, c'est le retour du circuit qui est situé avant le bypass de la 23 voies. Donc là, on va bénéficier du débit nominal du circuit le plus froid. Et donc, on va augmenter le débit dans le condenseur et augmenter la performance de ce fait. Par contre, il faudra mettre qu'un seul circuit dans le condenseur, puisque vu qu'on est situé avant la 23 voies, quand on revient du condenseur, on ne peut pas avoir différents circuits puisqu'on risque de réchauffer les plus froids. Donc là, il faut bien un seul circuit dans le condenseur, choisir celui qui a un débit suffisant et les températures les plus basses possibles. Donc, nous avons
une chaudière à condensation universelle qui est la Varmax, qui fait évidemment du 4 piquages. Et si on vient retirer le 4e piquage au niveau de la fabrication et qu'on lie les deux échangeurs en série, eh bien on obtient très facilement une chaudière qui fait 2 piquages ou 3 piquages si on exploite son retour de température. Avec un seul produit, on a le 2, le 3 et le 4 piquages. Ok, très bien, merci Hervé. Alors après ces généralités, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail et est-ce que tu peux notamment nous parler de l'impact du volume d'eau des chaudières, s'il te plaît? Donc je vais attaquer effectivement par le volume d'eau des chaudières. On distingue 3 catégories de chaudières sur le marché. Dans un premier temps, les chaudières à volume d'eau faible. Alors c'est quoi? Eh bien on retrouve sur le marché des chaudières murales et des chaudières au sol qui ont des faibles volumes d'eau. Et là, je vais vous donner une notion avec un rapport de litres par kilowatt de chaudière. En moyenne, on est seulement à 0,1 litre par kilowatt. Alors évidemment, c'est un faible volume d'eau, donc ça fait des chaudières compactes. C'est ça l'avantage. J'ai regardé un petit peu sur le marché, hein, pour une chaudière de 100 kW, pour donner un ordre d'idée, les chaudières, elles varient en volume d'eau de 6 à 20 litres à peu près. Voilà, pour vous donner donc en 0,06, le ratio à 0,2. C'est pour ça que j'ai mis une moyenne de 0. D'accord. Vous avez ensuite des chaudières à volume d'eau fort. Et ici, eh ben, c'est 15 fois plus en moyenne de volume d'eau. Ça change littéralement. Hein. Donc tout ça, il faut l'entourer, ce volume d'eau de matière, hein, d'inox. Et forcément, c'est des chaudières qui ne sont pas vraiment comparables. Hein. En tout cas, en compacité déjà. On verra par la suite au niveau performance. Alors, on a vu faible, on a vu fort. Est-ce qu'il y a une autre catégorie de chaudières? Eh ben, oui, il y a une 3e catégorie, des volumes d'eau optimisés. Et en l'occurrence, c'est les chaudières Varmac chez nous, qui font à peu près la moyenne entre les deux qu'on a vu précédemment, du 0,8 litres par kilowatt. Okay. Et ça, on verra peut-être que c'est le bon compromis. Ça amène certains avantages, voir si ça amène quelques inconvénients. On va le voir dans un instant. Bah justement, est-ce que tu peux rentrer dans le détail des avantages et des inconvénients, pour commencer pour les chaudières à volume d'eau faible? On rentre dans le détail. Donc des chaudières à volume d'eau faible, comme on l'a dit, c'est un faible encombrement. C'est une compacité importante et un faible poids. Donc ça, c'est avantageux pour les chaufferies d'accès difficile et les petits espaces. Ça a aussi un faible volume d'eau, donc une faible inertie. Donc une réactivité importante. Et ça, pour les passages de la consigne chauffage à 30 degrés à ECS à 70 degrés, bah, ça pourra vite passer de l'un à l'autre. Par contre, ça a des passages d'eau réduits, évidemment, si on a peu de volume d'eau. Donc là, on sera beaucoup plus sensible au dépôt, côté eau. Les pertes de charge, j'attire votre attention, elles peuvent être très importantes. Donc chez nous, vous le voyez, c'est affiché, c'est à peu près 4-5 mètres de colonne d'eau. Mais attention, des chaudières de puissance importante sur le marché, jusqu'à 2000 kW, ça peut aller jusqu'à 22 mètres de colonne d'eau. Donc là, d'un point de vue hydraulique, il faut être très vigilant. Donc ça va demander un investissement et une consommation importante, non plus du circulateur de charge, ça va être carrément des pompes de charge. Hein, parce que 22 mètres de colonne d'eau. Pour vous donner un exemple, une chaudière de 2000 kW avec un débit de P sur 20 à 85 m3, ou 86 plus précisément, j'ai considéré nos chaudières de 6 mètres de colonne d'eau à peu près, plus 3 mètres de plus pour le primaire, comparé à la chaudière de 22 mètres de colonne d'eau, plus 3 mètres de plus, avec les organes associés autour en série. Eh bien, regardez, si on prend une pompe à vitesse variable qui permet de combattre cette hauteur manométrique, ces pertes de charge, pardon, eh bien, on peut passer de 6 000 à 10 000 euros au niveau de la pompe pour une chaudière de 2000 kW. Donc, ce n'est pas négligeable le coût d'une pompe. Hein. Effectivement. Et le surcoût vis-à-vis de cette perte de charge. Donc, ici, évidemment, pour ce type de chaudière, que ce soit quelques mètres de colonne d'eau ou énormément, comme on l'a vu, la bouteille de découplage hydraulique, elle s'impose. Elle va permettre d'évacuer les calories de la chaudière avec une irrigation continue. Et elle va éviter les interférences hydrauliques, justement, entre les pertes de charge primaires de la chaudière
et les circuits secondaires. Alors, au niveau de cette bouteille de découplage hydraulique, ça va amener quoi? Ben, un investissement supplémentaire. Il va falloir rajouter toute une partie primaire. La bouteille, le circulateur de charge, voire la pompe de charge, comme on l'a vu, la régulation, le matériel et le raccordement hydraulique et électrique de tous les organes nécessaires au primaire, évidemment. Et finalement, quand on rajoute toute cette partie primaire à ces chaudières à faible inertie, à faible volume d'eau, ben on va rajouter un volume d'eau supplémentaire. Les collecteurs, la bouteille de découplage hydraulique, que ce soit une chaudière seule ou des chaudières en cascade. Et donc, j'ai regardé, j'ai analysé ça, on va multiplier par 3 jusqu'à 9 fois le volume d'eau de la chaudière initiale. Donc, ce n'est plus des chaudières à si faible volume d'eau finalement. Hein? Et on va donc baisser leur réactivité par 3 ou par 9. D'autre part, on va augmenter les pertes à l'arrêt en rajoutant tout ce primaire. Hein? En réel seulement. Parce que je le rappelle, au niveau RT, ou RE maintenant, on ne tient pas compte de l'hydraulique primaire des chaudières. On considère que les chaudières sont raccordées en direct, comme si elles n'avaient pas de pompe de charge et de bouteille casse-pression. Donc on ne vient pas compter ces pertes. Donc c'est avantageux pour ces chaudières-là. Par contre, les chaudières qui sont sans bouteille de découplage hydraulique, elles ne sont pas plus avantagées, elles. Donc en réel, attention, vous aurez des différences de performance. Et avec des chaudières donc de piquage, puisqu'on le voit ici, hein, à l'entrée des chaudières, c'est la bouteille. Donc on a 2 piquages seulement. On n'aura pas possibilité de dissocier, comme on l'a vu, les retours les plus froids. Et d'autre part, même en présence d'un stockage d'énergie primaire important, ou secondaire, ECS, eh bien on aura des relances régulières dues au bouclage ECS, hein, aujourd'hui qui peut être très important en fonction du nombre de colonnes montantes, on le sait, dans les bâtiments. Et donc, on devra relancer régulièrement. Hein. Il n'y a pas le choix, effectivement, et donc, ce sera moins performant. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, Hervé, les avantages justement de cette bouteille de découplage hydraulique? Oui. Donc, on le voit ici, j'ai fait un petit calcul vis-à-vis du litrage de ces chaudières. Elles peuvent monter très, très, très rapidement à la haute température, hein, une élévation de 70 degrés en moins de 30 secondes. Donc, il y a intérêt à mettre une bouteille de découplage hydraulique et de faire circuler la pompe. Donc, elle se trouve forcément sur des bouteilles de découplage, mais la bouteille de découplage a des avantages. Hein. Elle permet de limiter, voire supprimer les interférences hydrauliques entre le primaire et le secondaire, ça on en a déjà parlé. Elle va permettre une stratification sur toute sa hauteur, avec le plus chaud en partie haute, le plus froid en partie basse. Du fait qu'il y ait des vitesses nulles à l'intérieur, elle va permettre aussi un dégazage en point haut et une décantation en point bas pour chasser les boues éventuelles dans le circuit hydraulique. Elle va permettre, quelque part, d'augmenter le volume primaire. Hein. Et donc, du coup, on va limiter les cycles marche-arrêt sur la chaudière en augmentant son volume primaire, surtout pendant l'été, sur les phases d'eau chaude sanitaire. On a des petites demandes ou une relance juste pour quelques kilowatts de bouclage. Hein. Et ça va permettre d'assurer un débit minimum qui est obligatoire sur ces chaudières pour dissiper les calories à accumuler dans les corps de chauffe. Donc, les bouteilles de découplage hydraulique, elles font une certaine taille. Il ne faut pas les dimensionner n'importe comment. On respecte normalement la règle des 3D. Mais si on a des chaudières murales compactes et qu'on vient mettre des grosses bouteilles à côté, il y a moins d'intérêt, hein, parce que c'est plus aussi compact que ça. Donc, on a travaillé dans ce sens-là sur les bouteilles de découplage hydraulique. On le voit ici pour des chaudières seules, une seule var free, où on a une compacité un peu plus importante que du 3D. Le 3D, c'est 3 fois le diamètre d'entrée par rapport au débit le plus important. D'accord. Hein. Et avec des subtilités, des artifices hydrauliques, pour que ce soit tout aussi efficace qu'une chaudière, qu'une bouteille 3D. Hein. On le voit ici sur les simulations laboratoires et les essais qu'on a faits, et dynamiques, hein, où il y a des artifices hydrauliques à l'intérieur, hein, comme des pénétrations de piquage, on le voit, hein, et ici un diaphragme, pour justement pas mélanger les températures et respecter les retours froids à la chaudière et le départ chaud. Et c'est la même chose
sur les bouteilles pour les cascades de chaudière, qui sont un peu plus grosses. Avec même, vous voyez, en partie haute, un plateau de dégazage pour bien dégazer et casser les vitesses. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand vous installez ces chaudières avec des bouteilles inférieures à la règle des 3D, c'est de vérifier l'efficacité de ces bouteilles, de demander au constructeur et vérifier qu'il y a quand même des artifices à l'intérieur qui permettent d'obtenir les mêmes résultats et la même efficacité. Ok, j'y penserai. Donc, les chaudières avec bouteilles de découplage hydraulique, la performance optimale, c'est lorsqu'on équilibre les débits entre le primaire et le secondaire. Puisque dans ce cas-là, la température de retour, ça va être la même au primaire sur le secondaire et la même chose sur le départ. On n'a pas de surélévation, de surchauffe ou quoi que ce soit. Si vous augmentez le débit primaire par rapport au débit secondaire, eh bien là, on va recycler au travers de la bouteille et donc on va réchauffer les retours. Donc on va travailler avec un delta T plus petit, hein, entre du 55 et du 70 départ, du delta T 15. Donc réchauffer les retours, eh bien c'est une perte de performance. Alors il y a un autre cas de figure, vous allez me dire. Si on met un débit secondaire supérieur, eh bien si on met un débit secondaire supérieur, on va refroidir le départ secondaire, donc on va être obligé de partir plus chaud avec la chaudière pour obtenir la même température de consigne de 70 qu'on envoie là. Et dans ce cas-là, une élévation de la température départ primaire avec 50 retours, 80 départs, bah, c'est aussi une perte de performance par rapport à une moyenne de température 50-70. Donc, ça reste optimisé avec un débit équilibré entre primaire et secondaire. Par contre, ça a ses limites. Puisque une fois qu'on atteint le débit minimum de la pompe, vous avez vu, c'est des chaudières à faible volume d'eau, enfin, débit minimum hein, de toute façon, et que le secondaire, on a un débit inférieur, et bien là, on repasse dans le cas précédent qu'on a vu, débit supérieur au débit secondaire. Donc, un peu de perte de performance dans ces cas de figure. Et par contre, une chose très importante, pour mesurer toutes ces températures, il faut des sondes. Et il faut que les sondes soient parfaitement étalonnées, ajustées hein, et contrôlées régulièrement. Hein. Parce que la moindre dérive de son, on le voit, c'est des dérives de performance. Donc, du coup, pour simplifier et pour garantir optimiser cette performance en deux piquages, bah, si vous avez la possibilité de mettre des chaudières sans bouteille, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que là, vous êtes sûr de ne pas réchauffer les retours, ni rehausser la température départ. Vous bénéficiez directement du retour des circuits. Donc, les températures départ et retour dépendent du circuit le plus demandeur de l'installation, puisque vous êtes raccordé en direct. Hein. Il n'y aura aucun risque de réchauffer le départ ou le retour. Par contre, le circulateur des circuits, il devra tenir compte, lui, puisqu'on est raccordé en direct sur la chaudière, de la perte de charge de la chaudière. Mais ces chaudières qui se raccordent en direct, de toute façon, elles dépassent guère les... Elles sont inférieures à 1 mètre de colonne d'eau. Hein. Donc c'est pratiquement négligeable pour une pompe. On prenne une 7 ou une 8 mètres de colonne d'eau, ça ne va pas changer grand-chose. Okay. Ça passera sans problème. Alors justement, est-ce qu'il y a d'autres solutions que la bouteille de découplage hydraulique pour les volumes d'eau faibles? Oui, alors pour les volumes d'eau faibles et des puissances très importantes, comme on l'a vu, ça peut aller jusqu'à 2000 kW hein, sur le marché. Bien là, la bouteille casse pression, elle peut être très haute. Hein, et là, on peut avoir des contraintes de hauteur sous plafond en chaufferie. Donc, il y a des possibilités d'utiliser d'autres principes équivalents à la bouteille de découplage hydraulique sur boucle primaire basse pression. Donc, c'est un collecteur à l'horizontale qu'on a grossi en diamètre, en fait. Hein. Vous voyez, la règle des 2D, on applique. Pas la règle des 3D, effectivement, de la bouteille, hein, que 2 fois le diamètre. Ou une bouteille raccordée sur une bouteille d'injection. Un petit peu pareil, ça permet d'avoir comme une petite bouteille de découplage, avec sa pompe qui tourne sur la bouteille. Okay. Vous le voyez? Et donc, ici, on va avoir un gain d'encombrement. Par contre, on perd tout l'avantage de la bouteille de découpage hydraulique au niveau stratification et au niveau des fonctions dégazage et chasse. Hein. D'autre part, il y a d'autres solutions. Il y a aussi l'échangeur à plaques de séparation hydraulique. Mais là, attention, c'est différent. On n'est plus en liaison entre primaire et secondaire, on sépare carrément les deux circuits, puisque c'est un échangeur à plaques entre les deux. Donc, à ce niveau-là, on a un avantage, c'est que le volume d'eau primaire est très réduit. Donc, au niveau boue, entartrage ou quoi que ce soit, on peut bien mieux maîtriser la qualité de l'eau de son primaire sur sa chaudière. Hein par contre,
Un autre avantage, c'est que la pression de service de la chaudière, elle pourra être inférieure à la pression statique au secondaire. Si on a du 10 bar, on pourra mettre une chaudière de 6 bar, puisque l'échangeur de séparation, lui, va permettre de passer de 6 à 10 bars, selon sa pression de service et celui qu'on a choisi. Par contre, tout ceci, évidemment, ça amène un surcoût entre l'échangeur. Étant donné qu'on a 2 installations maintenant, une primaire et une secondaire, il va falloir doubler tous les composants, vase d'expansion, etc. Et d'autre part, on aura de la perte de performance. Puisqu'on parle de pincement sur un échangeur, c'est ce qu'on voit ici, la différence entre température départ primaire et température départ secondaire, forcément, il y a une différence de température, donc une perte. Hein. Généralement, il y a quelques degrés. Mais plus on réduit le nombre de degrés, plus l'échangeur à plaque a de la surface d'échange et plus il coûte cher. Hein. Donc généralement, on est aux alentours de 2 à 5, voire 10 degrés même, j'ai pu voir. Donc une sacrée perte de performance. Alors sur ces chaudières à faible volume d'eau, Hervé, il me semblait qu'il y avait des schémas où on se dispensait de mettre une bouteille. Mais bon, peut-être que ma mémoire me trompe. Oui, on a ça d'ailleurs dans notre schéma tech. Je les ai repris ici. Mais c'est bien particulier quand on dit que ces chaudières murales à faible volume d'eau, elles peuvent fonctionner sans bouteille. C'est-à-dire que c'est dédié qu'à un seul circuit. Et en gros, il faut qu'on soit sûr que le circuit, il puisse amener un débit minimum. Donc c'est très particulier. C'est-à-dire qu'ici, on va se retrouver, comme on voit sur le premier schéma, avec un circuit radiateur, mais avec une soupape différentielle, pour être sûr d'avoir un débit minimum de retour. Si on met en direct sur des radiateurs avec thermostatique, bah quand tous les thermostatiques sont fermés, on n'a plus de débit dans la chaudière, et là, ça va mal se passer. C'est pareil avec une CTA, des aérothermes, ben on privilégie la 23 watts décharge. Alors certes, ça réchauffe un peu les retours, etc., mais il faut partir avec une loi d'eau régulée pour éviter de décharger trop rapidement. Et donc, dans ce cas de figure, eh bien, on aura un débit minimum mais constant. Et pour la partie eau chaude sanitaire, eh bien, il vaut mieux privilégier le ballon primaire, parce que ça fait comme une bouteille finalement. Une grosse bouteille, encore plus grosse qu'une bouteille même. Hein. Parce que si on met de l'échangeur à plaque plus un stockage secondaire, on va être soumis à la 23 voies de l'échangeur à plaque, et donc une variation de débit sur le primaire, voire un débit pas suffisant. Ouais. D'accord. Ou si on a un ballon de serpentin, l'autre problème, c'est que le volume dans le serpentin, il est faible. Donc on aura une faible inertie primaire. Et dans ce cas-là, on risque de pas mal cycler sur la chaudière. Donc l'avantage, et ce que moi je mettrais en avant, si j'avais le choix, au niveau performance, c'est plutôt l'IG à terme, avec un volume primaire important, pour ne pas avoir trop de cyclage brûleur, et là, un débit constant garanti. D'accord. Alors Hervé, qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de ces chaudières à faible volume d'eau? Donc on a vu que ce n'était pas forcément la cible performance. Par contre, ça a des avantages certains pour la facilité d'accès aux chaufferies situées en terrasse ou en sous-sol. Hein, c'est peu encombrant, c'est léger, effectivement. D'autre part, l'encombrement de ces chaudières. Hein, aujourd'hui, pour gagner en surface, on voit on n'a pas toujours des chaufferies très grandes, surtout dans le neuf. Eh bien, ça permet d'avoir des solutions de repli pour les espaces exigus. Hein. Et d'autre part, ça va permettre d'abaisser le coût de la chaudière aussi, parce que certes, elle est moins chère, elle est plus compacte, il y a moins de matière, quelque part, entre guillemets. Mais attention, il faut regarder le prix d'ensemble de l'installation aussi. C'est pas dit qu'on y gagne quand on rajoute des grosses pompes de charge, qui peuvent coûter cher, on l'a vu, et plus tout l'hydraulique primaire. Il faut comparer ce qui est comparable. Ok, alors est-ce que maintenant tu peux nous parler de l'impact du volume d'eau fort et optimisé? Voilà, après le volume d'eau faible, maintenant, j'ai lié les deux un petit peu parce qu'il y a beaucoup de points de similitude, on va le voir, et après je vous parlerai de la différence entre les deux. D'accord. Alors, pour les volumes d'eau forts et optimisés, le gros avantage, c'est qu'on oublie la bouteille de découplage hydraulique. On va pouvoir se raccorder en direct sur les circuits. Aussi bien comme on le voit sur le schéma, le circuit radiateur ici, que le circuit ESS. Okay. En direct. Donc là, forcément, quand on fait chauffage ESS, chez nous, on privilégie le 3 piquages. On a vu que le 2 piquages était plutôt dédié à un seul type de circuit. Ouais. Donc ça va permettre de simplifier l'hydraulique. Ça va permettre d'avoir aucun risque, on l'a vu, de surélever les températures départ au retour des chaudières, évidemment, puisque là,
c'est le retour des circuits, hein. Donc c'est que la température des circuits. On ne risque pas de réchauffer ces retours-là. Et d'autre part, une simplicité d'exploitation aussi, hein. Parce qu'il y a moins d'organes. Il n'y a pas de pompe de charge par chaudière. Donc, le raccordement direct, on le voit sur le schéma, c'est valable pour une chaudière, mais bien évidemment, c'est valable pour des chaudières en cascade aussi, hein. Il n'y a pas de problème du tout, hein. On se raccorde en direct avec des collecteurs départ-retour pour plusieurs chaudières. Ok. Et qu'en est-il pour les chaudières raccordées en 2 piquages? Voilà, alors, ces chaudières à fort et volume d'eau optimisé, elles ont une plus forte inertie que les faibles, évidemment, hein. Donc, elles ont soi-disant une plus faible réactivité. Quand on passe d'une consigne chauffage à ECS pour monter de 30 à 70, il y a un plus gros volume d'eau, il faudra plus de temps. C'est exact, effectivement, avec un raccordement de piquage. Bien que la différence, on va le voir dans un instant, ça se compte en secondes seulement. Okay. Et pas en 10 minutes, 40 minutes, comme on peut le voir dans la presse parfois. Alors, pour rappel, la chaudière de piquage, je le dis à nouveau, nous, on privilégie ça pour des types de circuits identiques. Mais sur le terrain, on voit énormément de chaudières de piquage raccordées sur des circuits différents, chauffage ECS ou différents types de chauffage. Donc, si on veut améliorer la réactivité de ces chaudières à fort volume d'eau et volume d'eau optimisé, face à des circuits différents, moi, ce que je vous conseille, et c'est ce qu'on a vu dans les webinaires ECS, de limiter le nombre de relances d'eau chaude sanitaire dans la journée. Comme ça évitera de passer de 30 à 70. Si on le fait qu'une fois par jour, c'est l'idéal, hein, évidemment. Donc, il faut grossir le stockage d'énergie, qu'il soit primaire ou secondaire, pour éviter d'avoir trop de relances. Et donc, se diriger plus vers des productions semi-accumulées. Et d'autre part, pour être performant, il vaut mieux privilégier des consignes primaires ECS les plus basses possibles. Comme ça, il y a très peu de différence entre la consigne chauffage ECS, et on l'atteindra plus rapidement. Entre 30, au lieu de mettre du 70, 80 degrés, on peut mettre du 65 degrés. Voilà. Et là, on va améliorer nettement la réactivité de la chaudière, même si elle a un volume d'eau plus important. Donc, il faut veiller pour avoir une réactivité optimisée en deux piquages. Si on a raccordé cette deux piquages à plusieurs types de circuits différents, ce qu'on ne préconise pas, c'est un dimensionnement de l'ECS adapté. D'accord. Alors, est-ce que maintenant les chaudières raccordées en 3 ou 4 piquages ont des avantages? J'imagine que oui, mais est-ce que tu peux nous en parler? Eh oui, parce que là, d'un point de vue réactivité, ça change tout. On a vu qu'en deux piquages, il faut tenir compte de tout le volume d'eau lorsqu'on raccorde notre chaudière avec du chauffage et de l'ECS. Parce que quand on passe en ECS, il faudra réchauffer tout le volume d'eau de la chaudière, qui est à 30 degrés pour la remonter à 70. Mais quand on est en trois piquages, le retour chauffage se fait en partie basse, mais le retour ECS sur le retour haute température. Donc quand on passe à 70, il n'y aura que l'échangeur primaire à remonter en température. On va soustraire tout le volume d'eau du condenseur. Ce qui veut dire que la chaudière va être beaucoup plus réactive. C'est la même chaudière, mais le fait d'exploiter le troisième piquage haute température, où on va raccorder l'ECS, ce réseau à plus haute température, on n'aura qu'à remonter une part du volume de la chaudière. Et donc, on va améliorer nettement la réactivité. Et on va le voir dans un instant, avec des chiffres. Et donc, on va arriver à une réactivité égale, équivalente à des chaudières de piquage, plus une bouteille de découplage hydraulique qui augmente son volume d'eau. Alors là, je vous ai fait justement une échelle de réactivité des chaudières. J'ai pris pour une chaudière de 100 kW, pour un passage de consigne de 30 à 70 degrés de chauffage ECS, voir la réactivité d'une chaudière pour réchauffer son volume d'eau de 30 à 70. Alors quand on est face à une chaudière à faible volume d'eau avec bouteille de découplage hydraulique, d'accord, une de piquage, donc on a vu que l'augmentation c'était du 0,1 litre par kilowatt, une chaudière à faible volume d'eau, mais en fait quand on rajoute la bouteille, c'est du x3 à x9. Donc j'ai pris la moyenne x6. Alors si vous voulez, vous pouvez prendre x5, x4, ce que vous voulez, hein. Mais pour se donner un ordre d'idée, si on prend une moyenne de 0,6 litres par kilowatt finalement, cette chaudière elle passe de 0,1 à 0,6 avec la bouteille et les collecteurs, et bien là il faudra 1 minute 40 pour passer de 30 à 70 degrés.
Maintenant, on va prendre l'autre famille, les chaudières à volume d'eau optimisé. Elles font à peu près 0,8 litres par kilowatt en moyenne, c'est ce qu'on a passé sur les premières slides. Et bien là, si vous êtes en 2 piquages, il va falloir tenir compte de tout le volume d'eau de la chaudière, 0,8 litres par kilowatt. Et on va mettre 2 minutes 14 pour réchauffer de 30 à 70. Mais avec une 3 piquages, étant donné qu'on diminue son volume, on ne tient compte que de l'échangeur primaire, on passe à 1 minute 29. C'est-à-dire on est mieux dans cet exemple que la chaudière de piquage, soi-disant la plus réactive du marché, mais il fallait rajouter tout l'hydraulique primaire. Et d'ailleurs, nous, dans nos préconisations, on ne retiendra jamais une chaudière de piquage. Parce que pour faire le chauffage et le CS, il vaut mieux différencier les retours. Étant donné que c'est la même chaudière, elle a déjà le 3e piquage, autant l'exploiter. Parce qu'on va gagner en performance et en réactivité. Et la dernière famille de chaudières, c'est les chaudières les plus volumineuses en eau. À peu près 1,5 litres par kilowatt sur le marché. Et dans ce cas-là, on va arriver pour du 2 piquages à peu près à 4 minutes et près de 3 minutes avec du 3 et 4 piquages. Toujours pareil, on va pas retenir le 2 piquages. Donc finalement, ça joue sur quoi? Ça joue sur quelques secondes de différence, que ce soit des chaudières à faible volume d'eau mais avec bouteille de découplage hydraulique, des chaudières à volume d'eau optimisé ou des chaudières à fort volume d'eau. Donc, elles s'avèrent toutes réactives si on prend, pour les chaudières à fort volume d'eau et à volume d'eau optimisé, le raccordement 3 piquages. Justement, tu parles depuis tout à l'heure d'un volume d'eau fort et optimisé, mais est-ce qu'il y a une nuance entre ces deux notions? Voilà. Alors là, je vais vous donner déjà les concepts qu'on peut retrouver sur les chaudières à fort volume d'eau et volume d'eau optimisé. Ok. Donc je sais Hervé, qu'on a d'excellents retours terrain sur notre chaudière condense inox. Oui. C'est quoi le concept qui a permis de la rendre aussi robuste et performante? Eh bien, le premier concept qu'on va aborder, c'est le concept hydrostable. Alors, c'est quoi? Ben, ça va amener énormément de robustesse à cette chaudière et de performance. Et ça, c'est un concept qui a été breveté et éprouvé depuis 2008. Donc, tu vois, ça fait une dizaine d'années déjà sur condense inox. Et ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste à mettre une petite pompinette qui vient prendre tout simplement l'eau chaude en point haut de la chaudière et venir la réinjecter, non pas en bas du produit, non pas sur les retours basse température, évidemment, mais sur les parties les plus sensibles du foyer, soumises aux plus hautes températures. Pourquoi faire? Pour venir les irriguer, parce que le thermosiphon, c'est bien bon, mais ça n'a pas une vitesse minimum, un thermosiphon. Là, on va augmenter la vitesse, augmenter l'échange sur ces surfaces soumises aux hautes températures pour éviter de déposer tartre et boue. Parce que dès qu'on dépose, effectivement, on baisse la performance et puis ça peut venir à la longue casser la chaudière. Donc là, ça s'avère très efficace. On vient accélérer les vitesses sur les échanges soumis aux plus hautes températures. Donc, on va optimiser la robustesse et la performance de ces chaudières. Et là, ça a été prouvé depuis de nombreuses années, puisque on ne va surtout pas réchauffer les retours hautes et basses températures. Et on a d'excellents retours clients. D'excellents retours du terrain avec ces chaudières qui sont très, très robustes. Donc, évidemment, on ne s'est même pas posé la question qu'on est arrivé sur Varmax. On a tout de suite adopté le même concept. Alors là, vous avez vu, je vous ai fait des schémas, j'ai fait comme j'ai pu, je suis désolé, c'est pas très pro peut-être. On pourra faire mieux la prochaine fois, qu'on aura un peu plus de temps. Je vous ai représenté la schématisation interne des Varmax, où vous retrouvez à gauche le 2-3 piquage et à droite le 4 piquage. Donc on va prendre le 2-3 piquage. Vous avez le retour basse température dans le condenseur avec une seule passe, d'accord? Et donc, arrive le retour haute température avant d'aller dans l'échangeur principal, la nappe externe, avant de rentrer dans les nappes internes de la chaudière soumises aux plus hautes températures du brûleur. Et cette pompe, elle prend l'eau
sur le refoulement de la chaudière, sur son départ, pour venir l'injecter, non pas sur les départs, les retours basses et hautes températures, bien sûr que non, mais à l'intérieur, vers le foyer, soumise aux plus hautes températures, vers les flammes, la nappe interne. Pas la nappe externe, évidemment, la nappe interne. Et donc, dans ce cas de figure, eh bien, on est très performant, très robuste, on a une vitesse minimum. Et comment ça marche exactement, ce circulateur hydrostable? Eh bien, il a un fonctionnement optimisé, à tel point que sa consommation électrique, elle est pratiquement négligeable. En tout cas, elle n'impacte pas du tout la RT ou la RE. Hein, Okay. d'un point de vue performance, si vous regardez les caractéristiques de la chaudière dans la RT. Hein. Ce circulateur à haut rendement, il est à vitesse variable. Et on exploite cette vitesse variable, évidemment. Il ne fonctionne que lorsque le brûleur est en fonctionnement. Quand il est à l'arrêt, la pompe est à l'arrêt. On ne va pas consommer de l'énergie électrique pour rien. Il va fonctionner à vitesse mini tout le temps. Mais lorsque le débit sur le retour chaudière va diminuer, eh ben on va compenser pour avoir un débit minimum sur les parties les plus chaudes de la chaudière, comme on l'a vu, pour éviter les dépôts de tartre et de boue. Donc, ça va rendre effectivement très robuste et performant cette chaudière aussi, comme la condense inox. Et d'autre part, la preuve en est, les rendements certifiés que nous avons sur Varmax, ils sont très élevés. Ça ne vient pas du tout pénaliser les rendements de la chaudière. Hein. À 100% de charge, sur cette chaudière, on a près de 98% de rendement. À 30% de charge, on a 109. Sur toute la gamme, j'ai fait une moyenne à peu près. Hein. Voilà. Donc le concept hydrostable, il va permettre de gagner en performance et de pérenniser votre chaudière. D'accord. Alors, après le concept hydrostable, est-ce que tu peux maintenant nous expliquer comment fonctionnent nos condenseurs Varmax à thermosiphon dont on parlait tout à l'heure? Alors, il y a un autre avantage qu'on a breveté aussi sur les Varmax. Comme tu le précises, c'est le fonctionnement du condenseur. Donc là, on est sur un fonctionnement pendant la saison de chauffe. Donc, 3 piquages, on a pris cet exemple-là. Retour chauffage en partie basse du condenseur. En une seule passe, on monte sur le haut. On revient avec le retour chauffage avant de se diriger vers l'échangeur principal pour sortir sur le départ. Schéma 3 piquages tout à fait classique. Par contre, comment ça se passe l'été? Donc ce condenseur, il est vertical, il a une seule passe, d'accord? On ne fait pas des allers-retours de haut en bas, il monte tout vers le haut, donc on va favoriser le thermosiphon. Et il est sans contrainte de débit d'irrigation du coup. Par contre, l'été, les circuits chauffage, ils sont à l'arrêt. Donc il n'y a plus aucun débit qui va venir irriguer ce condenseur. Donc on peut se dire, attention, problème, parce que les fumées, elles, quand on fait l'eau chaude sanitaire, elles vont passer sur ce condenseur tout de même. Eh bien au contraire, c'est très avantageux, puisque, étant donné qu'il a thermosiphon, on va récupérer sur les fumées et transmettre cette énergie sur la partie haute du condenseur, où va venir les retours ECS récupérer cette énergie, préchauffer, avant d'aller dans l'échangeur principal. Donc en période estivale, le thermosiphon du condenseur, il nous permet de récupérer toute l'énergie du condenseur sur les fumées. Comme si on venait finalement irriguer avec les retours ECS, on revenait en partie basse sur la chaudière, le retour basse température. Et on a fait des essais, évidemment, en labo, qui mettent en avant ces points, où on s'est dit, on va tester avec un circuit haute température, ECS, lorsqu'on connecte ce circuit entre le départ chaudière et le retour haute température, sans irriguer le bas, ou entre le départ température et le retour basse température en irriguant les deux échangeurs en série. Voir s'il y a une différence de performance de rendement. Et bien, ce qu'on a constaté, c'est que pour un régime 70-55 ou 80-60, à 60% de charge ou 100% de charge, pour faire un peu des simulations sur des retours ECS, hein, donc pour un même régime de température, lorsqu'on est connecté entre le départ et le retour haute température, on a 98,4% de rendement à 70-55. Et étonnamment, on a le même rendement lorsqu'on est entre le départ et le retour basse température. On n'a pas de perte de performance finalement. Donc le thermosiphon fonctionne parfaitement. Donc ça, c'est un gros avantage pour les clients sur le terrain. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est raccordé l'été sur le retour de température, il n'y a aucunement l'utilité de créer un bypass hydraulique pour aller irriguer le condenseur l'été, puisque le thermosiphon le fait naturellement.
il récupère l'énergie, comme si on avait dévoyé le retour ECS sur le retour basse température. D'accord. Alors, tu nous as encore parlé de plein de choses ce matin, Hervé. Oui. Qu'est-ce qu'on doit retenir sur les chaudières à volume d'eau faible, fort et optimisé? Donc, on va faire une petite synthèse, effectivement, parce qu'on a donné pas mal d'informations. Pour résumer, les chaudières à faible volume d'eau, donc faible poids, faible encombrement, hein, ça on a retenu, donc permet l'accès aux chaufferies qui sont exiguës, effectivement, les espaces réduits. Par contre, la bouteille de découplage est nécessaire, on a bien noté. Donc la réactivité, elle va diminuer. C'est pas du 0,1 litre par kilowatt, c'est plutôt du 0,3, 0,9. Hein. Ça peut monter sur cette plage-là à peu près. C'est uniquement du piquage. Hein. C'est l'entrée et la sortie de la bouteille, hein, finalement. Donc la performance sera optimisée quand vous utilisez ces chaudières seulement si vous n'avez qu'un seul type de circuit derrière. Okay. Ça, il faut le retenir. Évitez de mettre chauffage ECS. Autrement, passer en 3 piquages, si possible. Et dans ce cas-là, il faut passer avec des chaudières à fort volume d'eau ou volume d'eau optimisé. Les forts volumes d'eau, on a vu, on oublie la bouteille, le primaire compliqué, etc. Simplicité d'installation et d'exploitation. On n'oublie pas nos amis les exploitants. Performance optimisée en 3 et 4 piquages face à des circuits différents. C'est là l'optimal. Hein. Et d'autre part, le raccordement 3 et 4 piquages, on l'a vu, il va permettre de diminuer la réactivité de la chaudière par rapport à du 2 piquage, puisqu'on considère que le volume de l'échangeur primaire. Et donc, on va se rapprocher nettement des chaudières de piquage plus bouteille de charge, bouteille de découplage hydraulique, pardon. Et pour finir, les chaudières à volume d'eau optimisé, finalement, comment elles se situent entre les deux? Eh bien, elles cumulent tous les avantages. Je l'ai résumé comme ça. Avec une simplicité d'installation et d'exploitant, puisqu'elles ne nécessitent pas non plus de bouteilles de découplage hydraulique, mais elles ont un volume d'eau optimisé, on a vu 0,8 litres au lieu de 1,5 litre par rapport au fort volume. Hein. Donc elles sont beaucoup plus compactes quand même, hein, moins encombrantes. Hein. Et d'autre part, elles ont d'autant plus de réactivité entre les 4 piquages. Hein. On a vu même qu'elles pouvaient battre certaines chaudières murales hein, au niveau réactivité, en 3 piquages ou 4 piquages. Et donc, un encombrement réduit vis-à-vis des chaudières à fort volume d'eau. Alors certes, pas aussi faible qu'une murale, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute la tripaille hydraulique en dessous du primaire, hein, d'accord. Mais là, il faudra tout de même un espace entre le mur et la chaudière, voilà, ce qui prend un petit peu plus de place tout de même. Il faut être assez objectif vis-à-vis de ça. Par contre, il ne faut pas s'étonner, hein, c'est la chaudière, on vend le plus, c'est la plus installée. Donc c'est que les clients y trouvent leur compte, je pense aussi. Effectivement. Et pour finir, Hervé, est-ce que tu peux nous rappeler les avantages des 2 concepts dont tu viens de parler, qui sont valables, si j'ai bien compris, uniquement sur les chaudières à volume d'eau fort et optimisé? Voilà, exactement, sur Condense Inox et sur Varmax, en l'occurrence, voire Varino aussi avec son condenseur, hein, évidemment. Donc, le concept hydrostable, n'oubliez pas, ça apporte de la robustesse et de la performance. Ouais. Hein. Ça vient surtout par réchauffer les retours basse température et haute température, oubliez ça tout de suite. Et le concept condenseur thermosiphon, qui va permettre une récupération optimale en été comme en hiver, d'accord, sans bypass, sans créer des bypass, des jeux de bypass avec des vannes, de l'hydraulique, et sans contrainte de débit. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, Hervé, en conclusion de ce webinaire? Tout simplement, maintenant vous avez les éléments pour faire votre choix en fonction de vos contraintes d'installation. Vous avez vu qu'on peut mettre à disposition du 2, du 3 et du 4 piquage. Ça vous est offert sur le marché. Vous avez un choix assez important au niveau des chaudières. Donc des chaudières autant raccordées en 2, 3, 4 piquages, je viens de le dire, mais des chaudières à volume d'eau faible, fort ou optimisé, selon les contraintes de vos installations. Et bien sûr, on reste à votre entière disposition pour vous conseiller à ce niveau-là si vous avez besoin. Avec notre service avant-vente, Martial, qui répond en live à vos questions d'ailleurs, et qui vous conseille tous les jours au téléphone lorsque vous avez besoin, ainsi que tous les collègues de son service, évidemment. Exactement. Eh bien, un grand merci Hervé pour toutes ces explications et pour ce webinaire très intéressant.
Merci Martial d'avoir répondu aux questions. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse qui s'affiche à l'écran, Atlantique Solutions Chaufferie @groupe-atlantique.com. Si Lucie ou Cindy peut mettre l'adresse dans la conversation. Et puis, si on a des questions, on les mettra à disposition sur notre site internet, sur la page dédiée au webinaire. On mettra les questions et les réponses. D'ailleurs, la dernière fois, on n'a pas eu énormément de questions et on avait répondu en live pour la plupart. Ouais, c'est ça, on n'en a pas reçu. Voilà, c'est que tout le monde avait bien compris, j'imagine. Voilà, c'est que tu avais été très clair. On va dire ça, c'était super clair. À venir. Donc, effectivement, je voulais vous parler des prochains rendez-vous, webinaire condensation. Donc, je vous rappelle que les 2 premiers traitaient de la réglementation, du dimensionnement, et on vient de voir ce matin les différentes familles et catégories de chaudières à condensation pour vous aider à faire votre choix parmi toutes les chaudières disponibles sur le marché. Au prochain webinaire, on vous donnera les éléments nécessaires pour calculer le niveau de rendement. Hein, on a des logiciels aujourd'hui, on a Optimax Design, etc. C'est dédié pour l'instant qu'au chauffage. Mais là, on va vous donner des éléments pour les circuits ECS aussi. Donc ça, c'est une nouveauté, hein, une nouveauté atlantique. Donc moi, je vous donne rendez-vous après les congés d'été, parce que là, les gens sont assez bousculés avec tous les chantiers à finir avant l'été. Hein. Et effectivement, on va vous souhaiter de bonnes vacances en attendant. Hein. Et puis que tout le monde puisse en profiter après ces épisodes un peu difficiles qu'on avait vécu avec le Covid, entre autres, Exactement. et le confinement. Hein. Donc on vous remercie tous et on vous dit à très bientôt, à la rentrée, on vous tiendra au courant. Exactement. Hein, Lucie, Cindy vous enverront les invitations de rigueur pour vous inscrire à ce prochain rendez-vous technique animé par Hervé. Donc pour cibler les dates, ouais, ça va être à la rentrée. À la rentrée, voilà, ouais, le temps que tout le monde rentre, ça va être sur la fin septembre, je pense. Voilà. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Merci et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. À bientôt, bonne journée. Au revoir.